Si t'as cliqué sur cette vidéo, il est probable que tu te sois déjà imaginé devenir youtubeur, instagrammeur, voire tiktoker, mais même si l'image que l'on a des influenceurs a de quoi en faire rêver plus d'un, tu te demandes peut-être si ça vaut vraiment le coup de devenir créateur de contenu. Et si c'est ton cas, tu n'es pas le seul puisqu'une simple recherche Google Trends permet de constater que l'intérêt autour du métier de créateur de contenu a bel et bien triplé au cours des 12 derniers mois. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va regarder ensemble si, comme le prétend Internet, les créateurs de contenu sont vraiment les futurs millionnaires. Et spoiler, tu vas voir que les créateurs qui se lancent aujourd'hui auront bien plus à gagner qu'un gros chiffre sur leur compte en banque. Je sais pas toi, mais depuis que j'ai découvert YouTube sur mon iPod Touch de 4ème génération, ici présent, en état de décomposition avancée, la plateforme a pris une part grandissante dans ma vie. C'est simple, dès que je m'ennuyais ou que je voulais apprendre quelque chose, j'allais sur YouTube. Et à force de regarder des vidéos, comme apparemment 57% de la génération Z, j'ai fini par me demander « et si je devenais YouTubeur ?» Peut-être que toi aussi, vivre sa vie en créant des vidéos sur internet, ça te faisait rêver. Mais à l'époque où cette idée trotte dans ma tête, j'ai 16 ans et faire des vidéos sur internet ne permet pas du tout de gagner sa vie à moins d'avoir des millions d'abonnés. En plus de ça, j'ai un gros problème, je suis extrêmement introverti. En gros, je préférais rester chez moi en solo à me faire des films dans ma tête ou à apprendre la programmation plutôt que d'aller jouer au foot ou de sortir avec mes copains. Bref, à ce moment-là, je me rends donc à l'évidence et je me dis, bon bah déjà que t'arrives pas à aligner 3 mots face à une personne normale sans bégayer, bien face à une caméra, ça va pas être facile. D'autant plus que j'avais rien à raconter tellement ma vie était banale. Je laisse donc tomber ce rêve pour me concentrer sur la chose qui comptait le plus pour moi à cette époque-là, réussir dans mes études. Enfin, c'était pour moi, mais surtout pour faire plaisir à mes parents. Au fur et à mesure des années, j'affine mon choix d'orientation en fonction de ce qui me plaît, puis j'ai pris ma décision finale, j'allais devenir ingénieur en informatique. Je sais, tu te demandes pourquoi je te raconte tout ça, car à première vue, ça n'a rien à voir avec la vidéo, et je me dirais exactement la même chose si j'étais à ta place. Mais tu vas voir, tout va prendre sens à la fin. Je fais ma vie d'étudiant pépère, et là j'apprends que pour valider mon diplôme, je dois faire 2 stages carrément. Et comme je sortais du meilleur stage dont j'aurais pu rêver, que je te raconte d'ailleurs dans cette vidéo, je prends la confiance et je me dis, moi pour mon 2e stage, j'aimerais bien travailler dans une entreprise tech méga stylée. Comme ça après je peux me la péter. Me voilà donc parti pour une nouvelle mission, je dois absolument trouver une entreprise qui a besoin d'un type comme moi. Je parcours donc LinkedIn de fond en comble avec mon CV tout pimpant en main, puis je tombe sur la perle rare, le saint graal des stages d'ingénierie, la carte manquante à ma collection. Une offre de stage pour une plateforme d'écoute de musique en streaming que tu connais probablement mais dont je tairai le nom. Ni une ni deux, j'envoie ma candidature, mais après un coup de fil, on me dit que ça ne suffit pas. Je vais devoir passer une semaine entière dans une grotte afghane à coder toutes mes tripes pour leur montrer que je suis le digne héritier de ce stage. Bon, j'avoue, j'ai inventé pour la grotte afghane, mais je décide quand même de relever le défi. Pour le valider, je dois programmer une intelligence artificielle qui servira à recommander des nouvelles musiques aux utilisateurs en fonction de ce qu'ils écoutent déjà. Par exemple, si t'es fan de Colonel Riel et d'Aya Nakamura, l'appli va te dire « Tiens, écoute ça ». Cassine, ce que je vais te raconter va te faire mal. Bref, je fais tout ce que je peux pour mettre au monde cette IA, mais face à moi, mon plus grand ennemi, une base de données monstrueuse. Pour ceux qui se demandent ce que c'est une sorte de giga document Excel avec des millions de lignes, et chaque ligne c'est des informations sur ce qu'écoute une personne. Par exemple... Timothée a 20 ans. Il ne peut pas passer une journée sans écouter du Gazo. Sa musique préférée est la kiffance de Nap. Son secret, il adore chanter le générique de Barbie sous la douche. Plus de 2 heures avant la deadline, je me dépêche de finir, et honnêtement, je suis plutôt fier de moi. Je me dis que j'ai d'être ça. Dernière minute, j'envoie à l'entreprise le résultat d'une semaine de travail intense. J'attends une confirmation comme quoi ils ont bien reçu mon travail, mais après quelques dizaines de minutes, je me rends compte qu'il est vendredi 18h et que le bureau doit sûrement être vide. C'est pas grave, je peux attendre lundi, tu sais, je suis pas si pressé. Lundi arrive, pas de réponse. J'attends mardi passe, pas de réponse. C'est pas grave, ils ont dû louper mon mail, c'est tout. Je vais leur renvoyer un message et je vais leur dire de checker les indésirables. Et au bout d'1 heure, je reçois une réponse, mais ce n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Cher Malo, nous avons bien reçu votre email, malheureusement pour vous, une personne a déjà été attribuée à ce stage. Ah ouais, pas de soucis, c'est pas comme si j'avais passé une semaine et que vous regardiez même pas ce que j'ai fait. C'est un peu... Ta gueule! Et alors que je mange mon sub et fais une crise existentielle, je tombe par hasard sur une vidéo qui, mélangée au râteau que je venais de me prendre, a fait un déclic dans ma tête. Cette vidéo, c'est celle d'un youtubeur tech qui explique comment il a été sélectionné à un entretien dans une entreprise 100 fois meilleure que celle qui venait de me recaler, j'ai nommé Google. Dis-toi que rien que le fait d'obtenir un entretien chez Google est un exploit. Il faut probablement faire partie du top 1% des meilleurs ingénieurs, connaître les 10 000 premières décimales de pi et savoir résoudre 50 Rubik's Cube les yeux fermés. Oui, ça existe, il y a un mec qui le fait en vidéo sur YouTube.
Maintenant que tu as en tête la difficulté que ça représente d'être sélectionné par Google, essaye de répondre à la question suivante. Ce youtubeur a réussi à obtenir un entretien chez Google grâce à... Réponse A, son CV. Réponse B, son charisme. Réponse C, une prise d'otage. Réponse D, la réponse D. La réponse D. Et non, malheureusement, tu t'es trompé. C'était la réponse E. Un abonné fan de sa chaîne et qui travaillait à Google l'a recommandé. Oui, c'est aussi simple que ça, et surtout méga cheaté. Ok? Et je sais ce que tu vas dire. Ah, j'ai trop la honte, le mec a fait 5 ans d'études pour se faire doubler par un influenceur. Tu devais être méga gris devant la vidéo, un gros nul. Morale de l'histoire. Pour avoir ce qu'on veut dans la vie et réussir dans un domaine, il ne suffit pas d'être le meilleur. Il suffit d'être bon, plus exposé et plus visible que ses concurrents, et là on va réussir. À méditer. En vrai, qui sont les personnes les plus exposées aujourd'hui? Eh bien, ce sont les influenceurs. Et tout d'un coup, quand on fait ce constat, alors il ne fait aucun doute que les créateurs de contenu seront ces personnes avec une sorte de super pouvoir qui rendra leur vie beaucoup plus facile et privilégiée, que ce soit sur le plan professionnel en trouvant le métier de leur rêve comme on vient de le voir, mais aussi sur le plan financier en apportant de la visibilité à leur business, et sur le plan relationnel en se créant un réseau et en rencontrant plein de gens intéressants. Du moins, c'est ce qu'on pourrait penser, mais en réalité, c'est loin d'être le cas pour tous les influenceurs. Mais la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi certains créateurs sont-ils autant privilégiés dans notre société alors que d'autres non? Et je ne parle pas là que des influenceurs aux millions d'abonnés qui ont carrément le statut de star, mais bien de créateurs qui ont quelques dizaines voire quelques centaines de milliers d'abonnés et qui malgré leur audience on va dire de taille moyenne, arrivent très largement à vivre de leur contenu, attirent la convoitise des marques, font des rencontres incroyables, lancent des business à succès ou comme on l'a vu précédemment, trouvent le métier de leur rêve. Et moi-même quand je voyais que certaines personnes arrivaient à avoir tous ces avantages simplement grâce à leur audience, je me suis dit mais c'est quoi leur ingrédient secret pour réussir? Est-ce que c'est juste de la chance? C'est donc en partant à la recherche de cet ingrédient mystère que j'ai soudainement fait une découverte incroyable et qui m'a permis de comprendre de manière extrêmement simple pourquoi certains créateurs réussissent beaucoup plus que d'autres. Et ça tient en deux concepts, j'ai nommé le monde du caractère vs le monde de la personnalité. Pour t'expliquer de quoi il s'agit sans te faire un cours en 50 diapositives, laisse-moi remonter un peu dans le temps avec cette histoire. Mais avant que je te raconte comment un simple constat a permis à un étudiant de faire des millions en partant de rien, peut-être que toi aussi t'es entrepreneur ou peut-être que travailler à ton compte est quelque chose qui te plairait. Le problème, c'est qu'au début, on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour se lancer. En plus de ça, dès qu'on gagne de l'argent sur internet, il faut créer son entreprise, faire ses factures, gérer sa comptabilité, payer ses impôts, bref. C'est chiant, vraiment. Oh. Et bien, chez Indie, qui me font le plaisir de sponsoriser cette vidéo, ils ont créé une application gratuite pour simplifier la vie des entrepreneurs ou même de ceux qui voudraient le devenir. Que ce soit par exemple dans la création de contenu, le business en ligne ou n'importe quelle activité de freelance. En fait, que tu souhaites lancer ton entreprise, ouvrir un compte professionnel avec une carte bancaire ou encore trouver une alternative à un comptable, l'application Indie est tout en un, a de nombreux services à t'apporter et le mieux dans tout ça, c'est que l'essentiel est gratuit. Comme par exemple la facturation en quelques clics, la possibilité de gérer intuitivement ta comptabilité ou comme je l'ai dit juste avant, la création de ton compte professionnel avec une carte bancaire, le tout sans aucun frais. Et pour ceux qui ont plus de budget, ils ont également un abonnement premium complètement facultatif qui t'apporte ces fonctionnalités en plus. Je t'invite à cliquer sur le lien en description si tu veux plus d'informations. D'ailleurs, ce lien t'offre également la possibilité d'essayer Indie Premium gratuitement pendant un mois. Maintenant que c'est dit, retournons à notre histoire. 1905, Missouri, États-Unis d'Amérique. Nous nous trouvons en pleine campagne, aux environs de Kansas City. Voici Dale, un étudiant américain, enfant de fermier. Lui et ses parents vivant dans la précarité, malgré un départ en bas de l'échelle sociale, Dale a des grandes ambitions et souhaite sortir de cette vie de misère. Et puis, même s'il habite en campagne, Dale a la chance de pouvoir suivre les cours d'une bonne université à distance raisonnable de la ferme de ses parents, ce qui lui permet d'économiser les frais de logement et de repas. Et ça, Dale, il en est extrêmement reconnaissant, et il est déterminé à tirer le maximum de ses études. Les premiers mois d'université défilent à toute vitesse. Dale a de bons résultats, il aime bien ses cours, bref, tout se passe pour le mieux, à l'exception d'un détail. Malheureusement, Dale est un enfant réservé, et combiné au fait qu'il rentre tous les midis et soirs pour manger et dormir, cela l'empêche de se faire beaucoup d'amis comme il le souhaiterait. Et ça, Dale, ça le frustre, à un tel point qu'il essaye de trouver des stratagèmes pour se faire des amis, mais sans grand succès. Puis un jour, alors qu'il est une fois de plus plongé dans ses pensées, Dale comprend quelque chose qui, sans le savoir, va changer sa vie. En fait, il remarque assez vite que les personnes les plus respectées et populaires de sa faculté sont ceux qui arrivent à bien s'exprimer et ceux qui gagnent les concours d'éloquence. Et ça, c'est nouveau pour Dale, car dans la campagne où il vivait, les personnes étaient respectées pour leur caractère, avec des qualités profondes telles que l'honnêteté, l'honneur, la discipline
etc. Les beaux discours ne servaient à rien pour être bien perçus, car dans les petits villages de campagne, tout le monde se connaissait déjà très bien en privé. Mais avec l'essor de l'ère industrielle, de plus en plus de gens quittèrent leur campagne pour aller travailler en ville. La conséquence marquante étant que les nouveaux travailleurs allaient devoir travailler non plus avec leurs voisins de campagne qu'ils connaissaient si bien, mais avec de parfaits inconnus. Et donc pour la première fois, l'importance n'était plus la manière dont on agissait en privé, mais la façon dont les inconnus nous percevaient et comment on vendait notre personnalité. Avec des qualités plus superficielles, telles que l'attirance, l'énergie, l'humour, le charisme, etc. Et oui, plus notre personnalité ressortait en positif, plus on avait de chances pour être choisi à la place de quelqu'un d'autre pour trouver un métier, et plus on se faisait facilement de nouveaux amis. Et c'est ainsi que les humains mirent fin au monde du caractère, marquant par la même occasion le commencement du monde de la personnalité. Et cette transition, lui, Dale, il l'a bien ressenti. Plus il suit les cours de rhétorique, plus il gagne en popularité. En fait, il devient tellement bon que tout le monde veut devenir son ami et travailler avec lui. À tel point qu'il finit par donner des cours particuliers pour aider les gens à mieux parler en public et à mieux vendre leur personnalité. Et ça marche. C'est simple, Dale est tellement sollicité qu'il ne peut même plus accepter tout le monde. Rapidement, il comprend que dans ce nouveau monde, un bon nombre de personnes ambitieuses auront besoin d'apprendre à mettre leur personnalité en avant pour connaître le succès. En fait, la personne dont je viens de te faire le récit, c'est Dale Carnegie, un des piliers fondateurs du développement personnel, aux livres intemporels tels que Comment parler en public ou le plus connu, Comment se faire des amis. Mais maintenant qu'on a vu que dans notre monde actuel, plus les gens accrochent à notre personnalité, plus on a de chances de réussir dans la vie, tu vas sûrement me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec les créateurs de contenu? Eh bien justement, avec la démocratisation des réseaux sociaux, notre monde de la personnalité que je t'ai décrit juste avant, s'est peu à peu métamorphosé en monde de la personnalité numérique. En quelque sorte, il a évolué avec les nouvelles technologies. Et même si dans notre nouveau monde, montrer une personnalité charismatique, intéressante et attirante est toujours un privilège pour réussir, la façon de se mettre en avant a elle été modifiée, offrant une nouvelle opportunité pour celles et ceux qui savent créer du contenu ou qui aimeraient s'y mettre. Et cette opportunité, c'est celle du personal branding. Il est possible que t'en aies déjà entendu parler puisque c'est un concept qui se popularise depuis ces dernières années. C'était mon cas, mais je n'avais jamais vraiment compris ce que c'était. Alors qu'en fait, c'est super simple. Le personal branding, c'est l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux de toi et de ta personnalité. Et comme on l'a vu juste avant, dans notre monde actuel, c'est en montrant ta personnalité que tu vas booster tes chances de réussite. Et donc la clé pour avoir un bon personal branding, c'est de centrer son contenu sur soi. Par exemple, en faisant des vidéos sur ce qui nous plaît et en abordant le sujet à notre manière, en éduquant sur nos valeurs et en argumentant nos convictions, ou encore en documentant notre évolution vers un objectif qui nous tient à cœur et en partageant nos apprentissages. Tu l'auras compris, c'est la combinaison de tout ça qui va constituer une personal brand et elle est unique. C'est ce qui va faire que des personnes vont choisir de te suivre toi plutôt qu'un autre créateur, car elles s'identifient mieux à toi, accrochent davantage à ta personnalité et adhèrent au message que tu portes. Maintenant la question c'est, concrètement, ça ressemble à quoi une personal brand à succès? Eh bien laisse-moi parler de ces deux créateurs de contenu. Tous deux ont des millions d'abonnés mais utilisent des stratégies bien différentes. Et tu vas voir, une des deux stratégies est beaucoup plus avantageuse que l'autre. Pour commencer par un des meilleurs exemples de personal branding puissant, laisse-moi te présenter Lena Situation, même si je me doute que tu la connais déjà. Pour décrire sa stratégie de contenu, elle partage simplement sa vie de manière authentique. Elle n'a pas de thématique particulière et fait juste en sorte de concentrer son contenu sur elle ainsi que sa personnalité, en faisant par exemple des vidéos sur des sujets qui la passionnent, comme la mode, les voyages, mais aussi sur des sujets plus profonds qu'elle juge importants, comme la santé mentale par exemple. Elle documente son parcours, montre ses victoires, mais également les moments difficiles, ce qui la rend authentique. Il suffit de regarder une poignée de ses vidéos pour comprendre ses valeurs et voir qu'elle est engagée dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme la diversité et l'inclusion. Tu l'auras compris, ce qui compte pour Lena Situation, c'est de faire des vidéos qui lui plaisent avant tout. Pour moi, quand je sortais une vidéo que je trouvais trop chouette, pour moi c'était un énorme succès, c'était génial. De plus, sa chaîne YouTube est littéralement l'incarnation de son message qui est que tout est possible même en partant de pas grand chose et que même s'il y a des obstacles sur la route, il faut continuer d'avancer et rester le plus positif possible. Bref, c'est justement grâce à tout ça qu'elle a une personal brand très forte aujourd'hui. Et c'est grâce à cette personal brand puissante qu'elle a autant de succès dans la vie, qu'elle peut vendre autant de livres que certains des écrivains les plus connus, qu'elle est invitée aux plus grands événements, ou encore c'est grâce à sa personal brand que les marques se battent pour l'avoir comme égérie et pas que dans la mode, puisque même Odel Passo l'a choisi. Et je pense que quand on est égérie d'une marque de tacos, on peut mourir tranquille. Maintenant qu'on a vu que la création de contenu couplée au personal branding peut changer la vie de ceux qui se lancent sur les réseaux, voici un autre youtubeur qui a choisi une stratégie bien différente, j'ai nommé La Salle. Salut à tous, c'est La Salle. La Salle, c'est le youtubeur GTA le plus suivi de la plateforme avec près de 4 millions d'abonnés.
forcément sa stratégie est bien différente de celle de Léna. LaSalle ne met pas sa personnalité au centre de son contenu puisque ses vidéos sont principalement axées sur du gameplay GTA V. Il ne parle pas de lui, on ne connaît pas vraiment ses valeurs ni ses convictions, et en fait, on ne sait même pas à quoi il ressemble. De manière générale, ses abonnés suivent LaSalle pour son contenu sur GTA donc, et non pas parce qu'ils accrochent à sa personnalité comme c'est le cas pour Léna. Et pour le comprendre, dis-toi que si du jour au lendemain, LaSalle décide de sortir une vidéo où il montre comment il repeint le mur de son salon, eh bien il fera même pas un dixième de ses vues habituelles car aucun de ses abonnés en a quelque chose à faire. Alors que si Léna fait la même chose, elle fera autant de vues que d'habitude. Aussi, comme LaSalle n'incarne pas de valeur ni de message bien défini, forcément moins de marques veulent s'associer à lui, ce qui l'oblige à faire des placements de produits pour des marques assez random, surtout pour son nombre d'abonnés. Alors là, imaginez qu'il y a une application qui peut vous faire gagner de l'argent. Résultat, contrairement à Léna Situation, LaSalle gagne principalement ses revenus grâce aux publicités YouTube, ce qui le rend extrêmement dépendant de la plateforme d'une part, mais surtout des studios Rockstar Games qui produisent GTA. Ah bah quand GTA 6 va sortir, ça va être quelque chose pour lui. Mais bon, c'est pas tout de suite, alors il lui reste encore un an à meubler du contenu sur GTA 5. Et enfin, 10e chose à savoir sur GTA V, on va compter le nombre de places de parking qu'il y a sur la map. Bien sûr, avec ses 10 millions de vues mensuelles et plus de 10 000 € par mois, LaSalle n'est pas à plaindre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que très peu de créateurs peuvent vivre confortablement de leur contenu si leur revenu principal vient uniquement de YouTube, Insta ou TikTok. C'est pourquoi je suis convaincu que les personnes qui veulent réussir sur les réseaux doivent absolument privilégier la stratégie de Léna en se construisant un personal branding solide sur le long terme. Maintenant, même si cette vidéo t'a donné envie de devenir créateur de contenu et de construire ta personal brand, au moment de te lancer, un sentiment d'hésitation viendra te hanter la nuit. Et je le sais car c'était mon cas. Pour la plupart, ce sentiment d'hésitation vient d'un principal obstacle, la peur du jugement des autres. C'est pourquoi il me tient à cœur de partager le message suivant qui va sûrement t'aider à combattre cette hésitation. En fait, le secret, c'est que tout le monde s'en fout que tu te lances sur les réseaux ou non. Beaucoup de personnes pensent que dès l'instant où on se montre sur les réseaux, tout le monde va se mettre à parler dans notre dos, que tout le monde va penser qu'on est gênant à faire des vidéos pour 10 abonnés. Et moi-même, quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais peur que quelqu'un de mon école tombe sur mes vidéos et qu'après tout le campus soit au courant. Puis comme j'adore les maths, oui je sais, c'est un peu bizarre, je me suis mis soudainement à calculer plein de statistiques. Et je me suis rendu compte d'un truc qui m'a fait complètement relativiser. En fait, pour que quelqu'un de mon entourage, proche ou éloigné, tombe de manière inopinée sur l'une de mes vidéos, il faudrait que j'ai minimum 10 000 abonnés. Et donc naturellement, je me suis demandé, bon ok, tu préfères avoir 10 000 abonnés et que quelqu'un de ton entourage tombe sur une de tes vidéos, ou alors ne rien faire? Eh bien j'ai choisi de me lancer et je ne regrette absolument pas. Bon, au final, maintenant que j'ai dépassé les 100 000 vues sur plusieurs de mes vidéos, forcément que je me suis fait cramer, mais contrairement à ce que j'avais imaginé, ça m'a apporté que du positif. Alors si tu fais partie de ces gens qui ont envie de s'y mettre, j'ai qu'une chose à dire, pourquoi ne pas essayer? Merci d'avoir écouté, c'était Malo, à la prochaine.